Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, posez-vous une question. Oseriez-vous défier l'injustice si elle frappait à votre porte? Si cette vidéo vous inspire, laissez un commentaire avec le numéro 1 et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Si elle vous dérange, un simple like nous aidera à toucher plus de monde. Restez jusqu'à la fin, car une révélation choc vous attend, et partagez vos réflexions pour rejoindre notre combat pour la justice. Ils ont osé profaner son sanctuaire, mais ils ignoraient qu'il réveillait une tempête. À l'aube, dans le paisible village de Saint-Véran, perché dans les Alpes françaises, l'air pur est déchiré par le hurlement des sirènes. Camille Dubois, une ancienne capitaine des forces spéciales, héroïne décorée de missions en Afrique, vit recluse dans son chalet, refuge sacré où elle soigne ses blessures invisibles du passé. Ses compagnons, 2 chiens militaires d'élite, Éclair et Tempête, sont ses gardiens, entraînés pour neutraliser toute menace avec une précision terrifiante. Mais ce matin-là, 4 véhicules de la gendarmerie, menés par le commandant Victor Leroux, un homme connu pour son mépris des minorités, envahissent sa propriété sans mandat. Leur prétexte? Une vague accusation d'activité illégale. La rage bouillonne dans les veines de Camille face à cette intrusion arrogante, un écho des discriminations qu'elle a subies toute sa vie, même sous l'uniforme. Leroux, avec un rictus glacial, ordonne une fouille, piétinant ses parterres de lavande, symbole de sa quête de paix. Mais ce n'est pas tout. Un drone suspect plane au-dessus, filmant chaque mouvement, comme un œil invisible orchestrant un complot plus vaste. Camille, vibrante de colère, active discrètement un système d'alerte crypté, conçu par un réseau clandestin d'anciens combattants. Cette injustice n'est pas un hasard. Elle a dénoncé Leroux pour avoir brutalisé un jeune maghrébin lors d'un contrôle. Ils veulent se la briser, mais ils ignorent qu'ils ont réveillé une guerrière. Sa fureur, contenue mais explosive, promet une riposte implacable. La tempête grondait dans l'âme de Camille Dubois, mais ce n'était rien comparé à l'ouragan qu'elle était prête à déchaîner. Sous le ciel plombé de Saint-Véran, où les Alpes dressèrent leurs cimes comme des sentinelles muettes, l'injustice s'abattait sur la propriété de Camille comme une profanation. Les gendarmes, menés par le commandant Victor Leroux, un homme dont l'arrogance masquait à peine un racisme insidieux, piétinèrent sa terre avec une brutalité calculée. Leur intrusion, dépourvue de mandat, était une insulte à tout ce pour quoi elle avait combattu, la liberté, l'honneur, la justice. Mais ce n'était pas seulement une attaque personnelle. C'était une vendetta orchestrée pour la réduire au silence, pour briser une femme qui osait défier leur pouvoir corrompu. Camille, ancienne capitaine des forces spéciales, sentait la colère monter en elle comme une marée incandescente, mais son entraînement militaire la maintenait ancrée, chaque mouvement précis, chaque regard acéré. Ses chiens, Éclair et Tempête, tapis dans l'ombre du chalet, attendaient là son signal, leurs yeux perçant l'obscurité comme des lames. Ce n'étaient pas des animaux ordinaires. Éclair, avec son flair capable de traquer une cible à travers des vallées hostiles, et Tempête, une force de 45 kilos entraînée pour neutraliser un ennemi armé en quelques secondes, étaient des extensions de sa volonté, des armes vivantes forgées dans les feux de la guerre. Leroux, avec un sourire narquois, s'avança, sa main posée sur son arme comme une menace à peine voilée. « Madame Dubois, cracha-t-il, sa voix dégoulinant de mépris, nous avons des rapports d'activité illégale ici. Coopérez, ou les choses deviendront compliquées. » Camille, droite comme un roc face à cette tentative d'intimidation, répondit d'une voix froide, trempée dans l'acier de ses années de service. « Montrez-moi un mandat, commandant, ou quittez ma propriété. » Son ton, forgé dans les négociations tendues avec des chefs de guerre en Afrique, fit vaciller l'assurance de Leroux, mais seulement un instant. Derrière lui, ses hommes, 5 gendarmes en gilet tactique, formèrent un demi-cercle, bloquant toute issue. Ils saccagèrent ses parterres de lavande, arrachant les plants avec une cruauté gratuite, comme s'ils voulaient non seulement la provoquer, mais effacer son existence même. Chaque tige brisée était une insulte, un rappel des regards méprisants qu'elle avait endurés toute sa vie, dans l'armée, où ses supérieurs doutaient de ses compétences à cause de sa couleur de peau, et ici, dans ce village où les murmures racistes suivèrent ses pas. Mais un détail nouveau, terrifiant, attisa sa fureur. À l'orée de la forêt, elle aperçut une silhouette fugitive, un homme en civil manipulant un appareil électronique, un brouilleur de signal destiné à couper son système de sécurité. Ce n'était pas une simple opération de gendarmerie.
C'était une embuscade coordonnée, peut-être liée à des intérêts bien plus puissants. Camille activa discrètement un second système de secours, conçu pour les missions clandestines, qui envoya une alerte cryptée à ses camarades du réseau Alliance des Gardiens, un groupe d'anciens combattants dévoués à protéger les leurs. Elle comprit alors que cette intrusion était une représaille directe pour sa plainte contre Leroux, déposée après qu'il eut brutalisé un jeune maghrébin, Samy, devant la boulangerie du village. Ce n'était pas seulement une question de racisme. Des rumeurs circulaient sur un projet de casino géant dans la région, soutenu par des promoteurs véreux, prêts à tout pour s'emparer des terres des habitants, surtout ceux issus de minorités. Sa propriété, bordée par un ruisseau cristallin et des terres fertiles, était une cible de choix. La rage de Camille atteignit son paroxysme lorsque Leroux, ignorant son exigence d'un mandat, ordonna à ses hommes de fouiller son chalet. « Vous pensez que vos médailles vous rendent intouchable ?» ricana-t-il, ses mots trempés de venin. « Dans mon village, vous n'êtes rien. » Ces paroles, comme une lame rouillée, ravivèrent les souvenirs des humiliations qu'elle avait subies, les officiers qui l'avaient appelée « la fille » au lieu de « capitaine », les civils qui évitèrent son regard au marché. Mais ce qui la mit hors d'elle fut l'un des gendarmes, un jeune homme nerveux nommé Julien Moreau, qui, sous les ordres de Leroux, tenta de forcer la porte de son atelier. À l'intérieur, elle conservait non seulement ses outils, mais aussi des souvenirs de ses missions. Une médaille tachée de sang, un drapeau plié en l'honneur d'un camarade tombé. Profaner cet espace était une déclaration de guerre. Soudain, un grondement sourd résonna dans la vallée. Un véhicule blindé, non marqué, émergea de la route, renforçant l'impression d'une opération militaire plutôt qu'une enquête de routine. Camille comprit que Leroux n'agissait pas seul. Des forces plus sombres, peut-être liées aux promoteurs du casino, tiraient dans les ficelles. Elle appuya sur un bouton dissimulé dans sa montre, un signal d'urgence à éclair et tempête pour qu'il reste en position, mais prêt à intervenir. « Vous violez la loi, commandant », déclara-t-elle, sa voix tremblante de fureur contenue. « Et vous le savez. » Leroux, sentant sa résistance, s'approcha, envahissant son espace personnel. « Les gens comme vous ne gagnent jamais, » murmura-t-il, assez bas pour que seuls ces mots racistes résonnent dans l'air. À cet instant, un éclat lumineux jaillit de la route. Une camionnette de la chaîne France 3 Alpes, menée par la journaliste audacieuse Claire Martin, alertée par le système automatisé de Camille. La caméra tourna, capturant l'injustice en direct, et la balance du pouvoir vacilla. Alors que l'intrusion de Leroux transformait le sanctuaire de Camille en champ de bataille, la tempête qu'elle avait promis de déchaîner prenait forme. L'arrivée de Claire Martin et l'activation du réseau des gardiens marquèrent le début d'une contre-attaque, où la discipline militaire de Camille et la solidarité communautaire allèrent confronter un système corrompu jusqu'à l'os. Qu'auriez-vous fait face à une telle injustice? Si vous croyez que personne ne devrait être réduit au silence pour avoir défendu la vérité, laissez un commentaire avec le numéro 1 et abonnez-vous pour découvrir la suite de ce combat épique. Si cette histoire vous révolte, partagez-la pour exposer les ombres de l'injustice. Restez avec nous, car le prochain épisode révélera un complot encore plus sombre qui menace tout Saint-Véran. Votre voix compte? Rejoignez le mouvement. Dans l'éclat cru des projecteurs de France 1, la vérité se dressait comme une lame prête à trancher les voiles de la corruption. À Saint-Véran, où les cimes des Alpes semblaient juger en silence les actes des hommes, l'impasse entre Camille Dubois et les gendarmes prenait une tournure explosive. L'arrivée de Claire Martin, journaliste intrépide de France 1, avait brisé l'arrogance du commandant Victor Leroux, dont le rictus s'effaçait sous le poids des caméras braquées sur lui. Mais la rage de Camille, loin de s'apaiser, bouillonnait comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Cette intrusion, cette profanation de son sanctuaire, n'était pas un simple abus de pouvoir. C'était une tentative délibérée de la réduire au silence, de l'effacer pour protéger un complot sordide. Chaque regard méprisant de Leroux, chaque plan de lavande écrasé sous leurs bottes, attisait une fureur qu'elle contenait à peine, forgée par des années de combat contre l'injustice, des champs de bataille africains aux ruelles racistes de ce village. Ces chiens, éclairs et tempêtes, tapis dans l'ombre du chalet, vibrèrent d'une tension palpable, prêts à bondir sur son ordre. Mais Camille, avec la discipline d'une ancienne capitaine des forces spéciales, savait que le moment n'était pas encore venu. Elle jouait un jeu d'échecs mortel, où chaque mouvement devait être calculé. La caméra de Claire Martin capturait tout. 6 gendarmes armés encerclant une femme noire seule,
sans mandat, sur sa propre terre. Commandant Leroux, lança la journaliste, sa voix tranchante comme une lame, « Pouvez-vous justifier cette opération? Où est votre mandat ?» Leroux, pris au dépourvu, bafouilla une réponse vague sur des signalements anonymes. Mais son malaise était évident. Camille, immobile, observait la scène avec une colère froide. Elle savait que cette opération n'était pas improvisée. 3 semaines plus tôt, elle avait déposé une plainte contre Leroux après l'avoir vu brutaliser Samy, un jeune maghrébin, devant la boulangerie du village. Cette plainte, transmise au conseil régional pour contourner la hiérarchie locale corrompue, avait déclenché cette vendetta. Mais un détail nouveau, terrifiant, amplifia sa fureur. Un message crypté, reçu sur son téléphone sécurisé, révélait que Leroux était lié à un consortium immobilier visant à raser Saint-Véran pour un méga casino. Son terrain, riche en sources thermales, était la clé de leur projet. Ils ne voulaient pas seulement la discréditer, ils voulaient sa terre, son héritage, son âme. Soudain, un jeune gendarme, Julien Moreau, brisa le silence. « Commandant, nous n'avons aucun mandat, ce n'est pas légal », murmura-t-il, sa voix tremblante mais résolue. Ces mots, comme une fissure dans un barrage, firent vaciller l'unité des gendarmes. Leroux se tourna vers lui, les yeux flamboyants de rage. « Tais-toi, Moreau, ou tu finiras à la circulation !» cracha-t-il. Mais Julien, malgré sa peur, tenait bon, ses mains crispées sur son arme, non par menace, mais par nervosité. Camille saisit l'opportunité. « Vous entendez ça, Claire ?» lança-t-elle, sa voix portant l'autorité d'un officier de guerre. « Même vos hommes savent que vous violez la loi. » La caméra zooma sur le visage de Leroux, rouge de colère, tandis que la journaliste poursuivait « Monsieur Moreau, êtes-vous prêt à témoigner de cette illégalité ?» La tension était à son comble, l'air chargé d'une violence imminente. Mais un nouveau rebondissement fit monter la fureur de Camille à un niveau incandescent. Un sifflement aigu déchira l'air, un signal électronique suivi d'une coupure brutale des communications. Le brouilleur de signal, aperçu plus tôt à l'orée de la forêt, venait d'être activé, isolant la propriété. Camille comprit instantly que ce n'était pas une simple intimidation. C'était une tentative de couper tout lien avec l'extérieur, peut-être pour permettre une escalade violente. Elle activa un contre-dispositif militaire, dissimulé dans son chalet, qui rétablit une ligne sécurisée avec l'Alliance des gardiens. En quelques secondes, un drone civil piloté par un allié anonyme du réseau survola la scène, projetant un faisceau lumineux sur les gendarmes, les désorientant. Ce n'était pas seulement une aide technique, c'était un message. Camille n'était pas seule. Leroux, sentant le contrôle lui échapper, passa à l'offensive. « Fouillez le chalet !» ordonna-t-il, ignorant les protestations de Julien. 2 gendarmes s'avancèrent, brisant une fenêtre avec une violence gratuite. Camille, les poings serrés, sentit une vague de rage l'envahir. Ce chalet, construit par son grand-père, un tirailleur sénégalais décoré de la Seconde Guerre mondiale, était plus qu'une maison. C'était un symbole de résilience face à l'oppression. « Vous n'entrerez pas !» rugit-elle, sa voix résonnant comme un cri de guerre. À cet instant, un grondement sourd monta de la route. Une voiture banalisée, portant l'insigne du préfet régional, freina dans un crissement de pneus. Une femme en tailleur, Sophie Laurent, procureure de la région, en sortit, son visage sévère. « Commandant Leroux, cessez immédiatement !» ordonna-t-elle, brandissant une injonction d'urgence déposée par l'avocat de Camille, Marc Duval, alerté par le réseau des gardiens. La présence de la procureure et de la caméra de France changea la dynamique. Leroux, acculé, tenta une dernière provocation. « Vous pensez que vos caméras et vos amis vous sauveront, Dubois ?» murmura-t-il, assez bas pour que seule Camille l'entende. « Ce village est à nous. Vous n'êtes qu'une étrangère ici. » Ces mots, trempés de racisme, étaient une déclaration de guerre. Camille, les yeux brûlants de fureur, répondit calmement « Ce n'est pas votre village, Leroux, c'est le nôtre, et nous le défendrons. » À cet instant, un hurlement déchira l'air. Et Claire, sentant une menace invisible, bondit hors du chalet, se positionnant entre Camille et un gendarme qui tentait de s'approcher discrètement avec un objet suspect, peut-être une preuve fabriquée. La discipline du chien, combinée à la fureur contenue de Camille, fit reculer l'homme, terrifié. Alors que la caméra de Claire Martin exposait l'injustice et que le réseau des gardiens se mobilisait, l'impasse à Saint-Véran prenait une ampleur nouvelle. La fureur de Camille, attisée par l'intrusion de Leroux, trouvait un écho dans l'arrivée de la procureure,
et l'acte de courage de Julien Moreau, transformant un affrontement isolé en une bataille pour la vérité et la dignité. Sous les étoiles glacées de Saint-Véran, l'obscurité semblait conspirer avec les ennemis de Camille Dubois, mais sa rage illuminait la nuit comme un phare de défiance. L'impasse avec le commandant Victor Leroux, capturé par la caméra impitoyable de Claire Martin, avait ébranlé l'arrogance des gendarmes, mais la bataille était loin d'être terminée. La procureure Sophie Laurent, arrivée avec une injonction d'urgence, avait ordonné à Leroux de cesser ses agissements illégaux, mais son regard venimeux trahissait une intention bien plus sinistre. Camille, debout sur le seuil de son chalet, sentait une fureur incandescente consumer son être. Chaque intrusion, chaque insulte raciste proférée par Leroux, chaque menace voilée contre son sanctuaire, ravivait les cicatrices d'une vie marquée par l'injustice, dans l'armée, où ses mérites étaient ignorés à cause de sa couleur de peau, et ici, dans ce village alpin où elle était vue comme une étrangère malgré son héroïsme. Éclair et Tempête, ses chiens militaires, restaient en position, leurs muscles tendus comme des ressorts, prêts à répondre à la moindre provocation. Mais ce soir-là, la menace ne venait pas seulement des gendarmes visibles. Une conspiration plus profonde, orchestrée par des forces invisibles, se refermait sur elle comme un étau. Leroux, acculé par l'intervention de la procureure, tenta de reprendre le contrôle. « Cette femme cache quelque chose », rugit-il, pointant Camille avec une accusation fabriquée. « Nous avons des preuves d'activité illégale dans son atelier. » Ces hommes, hésitant sous le regard de la caméra et la présence de Sophie Laurent, reçurent l'ordre de fouiller malgré l'absence de mandat. Camille, les poings serrés, sentit sa colère exploser comme une grenade. « Vous n'avez aucun droit !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la vallée comme un appel aux ancêtres qui avaient défendu cette terre. Son chalet, bâti par son grand-père tirailleur sénégalais, était un sanctuaire de mémoire, un refuge contre un monde qu'il avait toujours rejeté. Le piétiner, s'était craché sur son héritage, sur les sacrifices de ceux qui l'avaient précédé. Soudain, un grondement mécanique déchira la nuit. Un véhicule blindé, surgi de l'obscurité, s'arrêta à l'orée de la propriété, ses phares aveuglants braqués sur la Seine. À son bord, un homme en civil, arborant un badge discret de la DGSE, descendit avec une autorité froide. « Commandant Leroux, cette opération est suspendue, déclara-t-il, sa voix coupante comme un scalpel. Vous interférez avec une enquête fédérale. » Ce rebondissement stupéfia l'Assemblée. Camille, bien que surprise, comprit que son réseau, l'Alliance des gardiens, avait alerté des contacts haut placés, révélant que Leroux était surveillé pour ses liens avec un consortium immobilier. Ce consortium, soutenu par des politiciens corrompus, visait à s'emparer des sources thermales de Saint-Véran pour un méga-casino. Et Camille, avec sa plainte contre Leroux, était devenue une menace à neutraliser. Mais un détail terrifiant attisa sa fureur. À l'instant où le véhicule blindé apparut, un flash lumineux jaillit de la forêt, une tentative de sabotage. Un sniper, tapi dans l'ombre, avait tiré sur le moteur du véhicule, le rendant inopérant. Cette attaque, capturée par le drone de l'Alliance des gardiens, confirma les soupçons de Camille. Leroux n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste, orchestré par des forces prêtes à tuer pour protéger leurs intérêts. Elle activa un signal d'urgence via son système militaire, déclenchant une alarme silencieuse qui alerta les membres de l'Alliance à 50 km à la ronde. Éclair, sentant la menace, grogna sourdement, ses yeux ambrés fixés sur un gendarme qui s'approchait furtivement de l'atelier, un sac suspect à la main, une preuve fabriquée, sans doute des stupéfiants, destinés à la piéger. « Arrêtez !» hurla Camille, sa voix vibrant d'une rage qui semblait ébranler les montagnes elles-mêmes. Elle s'interposa, bloquant l'accès à son atelier. Leroux, sentant l'opportunité, s'avança, son arme dégainée. « Écartez-vous, Dubois, ou vous serez arrêté pour résistance », menaça-t-il, son ton chargé de haine. Mais Julien Moreau, le jeune gendarme, brisa à nouveau le rang. « Commandant, ça va trop loin !» cria-t-il, se plaçant entre Camille et Leroux. Sa désobéissance, un acte de courage face à un système corrompu, fit vaciller les autres gendarmes. Claire Martin, repositionnant sa caméra, captura l'instant où Leroux, fou de rage, leva son arme vers Julien, prêt à tirer. « Vous trahissez votre uniforme !» rugit-il, son visage déformé par la fureur. À cet instant, un hurlement déchira la nuit. Tempête, libérée par un signal subtil de Camille, surgit comme une ombre,
neutralisant Leroux en une fraction de seconde. Ces crocs frôlèrent le poignet du commandant, le forçant à lâcher son arme sans verser de sang. Éclair, simultanément, bloqua le gendarme au sac suspect, l'immobilisant par un grognement terrifiant. La discipline des chiens, combinée à l'intervention de l'agent de la DGSE et la caméra de France 1, transforma l'impasse en un revers cinglant pour Leroux. Sophie Laurent, s'avançant avec une autorité inflexible, ordonna l'arrestation immédiate du commandant pour tentative d'intimidation et falsification de preuves. Mais Camille, les yeux brûlants de colère, savait que ce n'était qu'une victoire temporaire. Le sniper dans la forêt, le consortium immobilier, les politiciens dans l'ombre, la véritable bataille ne faisait que commencer. Alors que la caméra de Claire Martin et l'arrivée de Sophie Laurent avaient ébranlé l'opération illégale de Leroux, l'apparition du véhicule blindé et l'attaque du sniper plongèrent Saint-Véran dans une tension encore plus palpable. La fureur de Camille, alimentée par chaque tentative de la briser, trouvait une nouvelle force dans l'acte de courage de Julien Moreau et le soutien inattendu de l'Alliance des gardiens, transformant un affrontement isolé en une guerre ouverte contre la corruption. Dans l'obscurité oppressante de Saint-Véran, où les étoiles semblaient retenir leur souffle, Camille Dubois se tenait comme une forteresse face à une menace prête à tout engloutir. La nuit, devenue un théâtre de guerre, vibrait encore du chaos déclenché par l'intervention de l'agent de la DGSE et l'acte héroïque de Tempête et Éclair, qui avait neutralisé le commandant Victor Leroux et son complice. La procureure Sophie Laurent, soutenue par la caméra de Claire Martin, avait ordonné l'arrestation de Leroux, mais l'attaque du sniper dans la forêt avait révélé une vérité glaçante. Cette confrontation n'était que l'écume d'un complot bien plus profond, orchestré par des forces déterminées à écraser Camille pour protéger leurs intérêts sordides. Sa fureur, un brasier inextinguible, brûlait d'une intensité qui semblait défier les cimes des Alpes elles-mêmes. Chaque insulte raciste, chaque tentative de profaner son chalet, héritage de son grand-père tirailleur sénégalais, alimentait une rage qu'elle canalisait avec la précision d'une ancienne capitaine des forces spéciales. Éclair et Tempête, ces sentinelles canines, restaient en alerte, leurs yeux perçant l'obscurité, prêts à répondre à la moindre menace. Mais cette nuit-là, l'ennemi ne se contenterait pas de reculer. Il préparait une riposte mortelle. Alors que les gendarmes, désorientés par leur échec, se retirèrent sous les ordres de Sophie Laurent, un silence inquiétant enveloppa la propriété. Camille, scrutant la forêt, sentit un frisson d'instinct militaire. Quelque chose n'allait pas. Soudain, un crépitement électrique déchira l'air. Un dispositif de brouillage avancé, bien au-delà des moyens d'une simple gendarmerie locale, venait d'être activé, coupant toutes les communications, y compris son système de secours. Cette manœuvre, d'une sophistication alarmante, confirma ses soupçons. Le consortium immobilier, soutenu par des politiciens corrompus et peut-être des mercenaires privés, était prêt à tout pour s'emparer des sources thermales de sa terre. Sa colère, déjà volcanique, atteignit un paroxysme lorsqu'un grondement sourd monta de la vallée. Des phares aveuglants percèrent en la nuit. 3 SUV noirs, sans plaques, surgirent à l'orée de la propriété, déversant 6 hommes masqués armés de fusils d'assaut. Ce n'était plus une intimidation, c'était une exécution programmée. Les intrus, équipés de lunettes de vision nocturne, avançaient en formation tactique, leurs mouvements trahissant un entraînement militaire. L'un d'eux portait un bidon d'essence, un autre un détonateur. Ils comptaient incendier le chalet et faire passer l'attaque pour un accident tragique. Camille, tapie dans l'ombre, sentit sa rage se transformer en une détermination glaciale. « Vous voulez ma terre ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante de fureur. « Vous devrez d'abord me passer sur le corps. » Elle activa un piège ingénieux conçu pour ses missions clandestines. Des fumées aveuglantes jaillirent des arroseurs dissimulés, désorientant les assaillants. Dans ce chaos, elle donna un ordre bref à Éclair et Tempête. « Engagez !» Les chiens, ombres mortelles dans la nuit, se déployèrent avec une précision terrifiante. Éclair, agile comme un spectre, fondit sur l'homme au bidon d'essence, le neutralisant d'une morsure précise au poignet. Tempête, masse de muscles et de discipline, chargea le chef du groupe, un homme dont la carrure trahissait un ancien militaire, peut-être un mercenaire engagé par le consortium. En quelques secondes, le fusil de l'homme vola dans les airs et il s'effondra sous le poids du chien. Mais un nouveau danger surgit. Un des assaillants, repérant Camille, ouvrit le feu. Les balles sifflèrent, frôlant son épaule, faisant jaillir des éclats de bois du chalet. Sa fureur explosa.
Vous osez tirer sur moi chez moi ?» rugit-elle, sa voix résonnant comme un cri de guerre ancestral. À cet instant, des phares balayèrent dans la Seine. 2 camionnettes, conduites par des membres de l'Alliance des gardiens, dérapèrent à l'entrée de la propriété. Ces anciens combattants, alertés par le signal d'urgence, formaient un cordon défensif, leurs armes non létales prêtes à l'emploi. Parmi eux, Julien Moreau, le jeune gendarme, apparut, le visage tuméfié. « Ils m'ont attaqué chez moi !» cria-t-il, sa voix brisée par la peur et la colère. « Ils ont menacé ma famille pour que je me taise. » Son courage, malgré les représailles, galvanisa Camille. Elle reconnut en lui l'étincelle d'un homme refusant de plier face à la corruption, un écho de sa propre lutte. Mais un rebondissement glaçant intensifia la tension. Un des assaillants, avant d'être maîtrisé, lança une grenade fumigène contenant un gaz incapacitant, inconnu des protocoles militaires standards. Camille, grâce à son entraînement, retint son souffle et ordonna à Éclair de guider les gardiens hors de la zone affectée. Le drone de l'Alliance, toujours en vol, diffusa des images en direct à un contact au sein de la DGSE, déclenchant une intervention d'urgence. Quelques minutes plus tard, des hélicoptères de la Gendarmerie nationale, dépêchés par la procureure, illuminèrent le ciel, leurs projecteurs exposant les intrus. Les assaillants, pris au piège, tentèrent de fuir, mais les gardiens et les chiens les neutralisèrent un à un. Leroux, menotté mais toujours venimeux, cracha à Camille. « Vous ne gagnerez pas. Ils sont plus puissants que vous ne l'imaginez. » Sa menace, au lieu d'intimider, attisa sa rage. « Alors je les traquerai tous, » répondit-elle, ses yeux brûlants d'une détermination inflexible. Alors que l'intervention de la DGSE et l'acte de bravoure des chiens avaient désarmé Leroux, l'attaque nocturne des mercenaires transforma Saint-Véran en un champ de bataille. La fureur de Camille, alimentée par chaque tentative de la briser, trouva une nouvelle force dans l'arrivée des gardiens et le sacrifice de Julien Moreau, faisant basculer un affrontement isolé en une guerre contre un ennemi tapi dans l'ombre. À l'aube naissante, où les Alpes de Saint-Véran semblaient murmurer des siècles de résistance, Camille Dubois se tenait face à un champ de bataille désormais silencieux, mais sa rage continuait de rugir comme un torrent indomptable. La nuit d'horreur, marquée par l'attaque des mercenaires et l'intervention salvatrice de l'Alliance des gardiens, avait laissé des cicatrices visibles. Le chalet portait les stigmates des balles, et la terre, souillée par l'essence renversée, témoignait d'une tentative d'anéantissement. Pourtant, l'échec de Victor Leroux, menotté et humilié sous les projecteurs des hélicoptères de la Gendarmerie nationale, n'apaisait pas la fureur de Camille. Cette intrusion, ce complot orchestré pour voler sa terre et briser son esprit, était une insulte non seulement à elle, mais à tous ceux qui, comme son grand-père tirailleur sénégalais, avaient versé leur sang pour une liberté bafouée. Chaque mot raciste de Leroux, chaque menace contre son sanctuaire, attisait une colère qui vibrait dans ses veines comme une promesse de justice. Éclair et Tempête, ses chiens militaires, reposaient à ses pieds, mais leurs yeux restaient vigilants, incarnation de sa détermination à ne jamais plier. L'arrivée des autorités supérieures transforma la propriété en un centre de commandement improvisé. Sophie Laurent, la procureure, ordonna la saisie des armes des assaillants et l'analyse immédiate du gaz incapacitant utilisé, un composé militaire interdit, pointant vers une implication bien au-delà d'un simple consortium immobilier. Un agent de la DGSE, identifié comme commandant Rémi Dubois, un lointain cousin de Camille, contacté par l'Alliance des gardiens, révéla une vérité glaçante. Leroux était lié à une cellule de corruption impliquant des élus régionaux et une société offshore basée à Monaco, financée par des oligarques étrangers. Leur objectif ? Transformer Saint-Véran en une enclave de luxe, détruisant son patrimoine naturel et chassant ses habitants, surtout les minorités. Cette révélation fit bouillir la rage de Camille. « Ils veulent effacer notre histoire, notre terre, notre identité !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant comme un cri de guerre dans la vallée alpine. Un rebondissement inattendu intensifia la tension. Un des assaillants capturés, un mercenaire blessé, murmura sous l'effet des sédatifs « Le disque dur, ils le veulent !» Intriguée, Camille fouilla le sac d'un des intrus, découvrant un disque crypté, marqué d'un symbole étrange, une étoile à 8 branches, emblème d'une organisation secrète connue pour manipuler des crises locales. Ce disque, selon Rémi, contenait des preuves de transactions illégales liant le consortium à des figures politiques nationales. Mais un danger immédiat surgit. Un signal de traçage émanant du disque alerta un drone armé,
tapis dans les nuages, qui lança un missile à faible portée vers la propriété. Éclair, avec son flair légendaire, détecta la menace et guida Camille hors de la zone d'impact juste à temps. L'explosion, bien que contenue, détruisit une partie de l'atelier, projetant des éclats de mémoire. Médailles, photos, dans l'air comme des cendres d'un passé profané. La fureur de Camille atteignit un paroxysme. « Ils osent détruire mon histoire ?» rugit-elle, les poings serrés, les larmes de rage brillant dans ses yeux. Elle ordonna à Tempête de sécuriser le périmètre, pendant que les gardiens, rejoints par Julien Moreau, formaient une barrière défensive. Julien, le visage encore marqué par les coups reçus chez lui, s'avança vers Sophie Laurent. « Madame, j'ai des enregistrements », déclara-t-il, tremblant mais résolu. « Leroux m'a ordonné de falsifier des rapports contre d'autres habitants. 5 familles, toutes issues de minorités, ont été ciblées pour les forcer à vendre. » Ces révélations, corroborées par les images du drone de l'Alliance, exposèrent un schéma systématique d'intimidation, orchestré pour nettoyer Saint-Véran au profit du casino. L'intervention de Claire Martin amplifia l'impact. Sa diffusion en direct sur France 1, relayée par les réseaux sociaux, attira l'attention nationale. Des habitants de villages voisins, eux aussi victimes de pressions similaires, commencèrent à converger vers Saint-Véran, formant une chaîne humaine autour de la propriété de Camille. Leur présence, un mélange de colère et de solidarité, transforma l'Aube en un symbole de résistance. Mais un dernier coup tordu attisa la rage de Camille. Un message anonyme, intercepté par Rémi, indiquait que Leroux, même en détention, avait ordonné la destruction des archives municipales pour effacer toute trace de ses crimes. Camille, refusant de laisser l'injustice triompher, confia le disque crypté à Rémi, exigeant qu'il soit décodé à Paris. « Ils ne m'enterreront pas », jura-t-elle, sa voix tremblante d'une fureur qui semblait ébranler les montagnes. Alors que l'attaque nocturne des mercenaires avait transformé Saint-Véran en un champ de bataille, l'Aube apporta une lueur d'espoir avec l'intervention des autorités et la solidarité communautaire. La fureur de Camille, attisée par chaque tentative de l'anéantir, trouva une nouvelle force dans les révélations de Julien et la découverte du disque crypté, propulsant son combat vers une quête de justice à l'échelle nationale. Qu'auriez-vous fait face à une telle conspiration? Si vous vibrez pour la résistance de Camille, laissez un commentaire avec le numéro 1 et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette saga. Si cette injustice vous révolte, partagez cette histoire pour rallumer la flamme de la justice. Restez avec nous, car le prochain épisode dévoilera les secrets du disque crypté et les visages cachés de ceux qui veulent écraser Saint-Véran. Votre soutien est notre force. Ensemble, défendons la vérité. Sur les marches du tribunal de Gap, baignée par un soleil implacable, Camille Dubois se dressait comme une statue de la justice, mais son cœur battait d'une rage inassouvie. L'aube de Saint-Véran, marquée par l'attaque des mercenaires et la révélation du disque crypté, avait cédé la place à une bataille juridique d'une ampleur sans précédent. Le chalet de Camille, profané par les balles et l'essence, était devenu le symbole d'une résistance farouche contre la corruption qui gangrénait les Alpes. Pourtant, sa fureur, loin de s'éteindre, brûlait comme un feu sacré, alimenté par chaque injustice qu'elle avait subie. Les insultes racistes de Victor Leroux, la tentative de voler sa terre, l'attaque contre son héritage de tirailleurs sénégalais. Éclair et Tempête, assis à ses côtés, incarnèrent sa détermination, leurs yeux vigilants scrutant la foule comme pour défier quiconque oserait encore la briser. Mais ce jour-là, la lutte de Camille transcendait son combat personnel. Elle devenait un cri pour tous les opprimés, un défi lancé à un système qui protégeait les puissants au détriment des justes. L'enquête, désormais sous la houlette de la DGSE et du Parquet national anticorruption, avait pris une tournure explosive. Le disque crypté, décodé à Paris, révéla des transactions illégales liant Leroux à une organisation secrète, l'Étoile d'Argent, impliquant des oligarques monégasques et des élus parisiens. Leur plan transformait Saint-Véran en une enclave de luxe, détruisant ses sources thermales et chassant ses habitants. Cette découverte attisa la rage de Camille. « Ils ont voulu effacer notre histoire pour des profits sordides », s'écria-t-elle lors d'une conférence de presse, sa voix vibrant d'une colère qui semblait ébranler les murs du tribunal. Mais un rebondissement glaçant intensifia la tension. Un informateur anonyme, infiltré dans l'Étoile d'Argent, révéla que l'organisation avait tenté d'empoisonner les sources thermales avec un agent chimique indétectable pour forcer les habitants à vendre. L'analyse des eaux, ordonnée par Sophie Laurent,
confirma des traces de contamination, déclenchant une vague d'indignation nationale. Julien Moreau, le jeune gendarme, se tenait aux côtés de Camille, son témoignage crucial dans l'inculpation de Leroux pour corruption, tentative de meurtre et violation des droits civiques. Ils m'ont menacé, frappé, mais je ne pouvais plus me taire, déclara-t-il, son visage marqué par les coups mais son regard résolu. Claire Martin, dont les reportages sur France 1 avaient galvanisé l'opinion publique, reçut un prix Pulitzer français pour son enquête, exposant des schémas similaires dans d'autres régions alpines. Camille, elle, fonda l'Alliance des gardiens comme une organisation officielle, formant habitants et anciens combattants à protéger leurs terres et leurs droits. Son chalet, reconstruit avec l'aide de la communauté, devint un centre de formation pour les victimes de harcèlement, un lieu où la mémoire des tirailleurs sénégalais inspirait une nouvelle génération de résistants. Mais la rage de Camille ne s'apaisa pas complètement. Lors du procès, Leroux, menotté, lança un regard venimeux, murmurant « L'étoile d'argent ne s'arrête jamais ». Cette menace, loin d'intimider, raviva sa fureur. « Alors je les traquerai jusqu'au dernier », jura-t-elle, sa voix un serment gravé dans la pierre des Alpes. Une réforme majeure suivit. Une commission indépendante de surveillance des forces de l'ordre fut créée, et les sources thermales furent classées patrimoine national, protégées contre toute exploitation. Alors que l'aube de Saint-Véran révélait l'ampleur du complot grâce aux disques cryptés et à la solidarité communautaire, les marches du tribunal de Gap devinrent le théâtre d'une justice naissante. La fureur de Camille, nourrie par chaque tentative de l'anéantir, trouva un écho dans les réformes et la résistance collective, transformant son combat en un mouvement national. Dans l'ombre des cimes alpines, où chaque pierre semblait porter le poids de la lutte, Camille Dubois incarnait une colère qui refusait de s'éteindre. Les marches du tribunal de Gap, où elle avait défié la corruption de Victor Leroux, n'étaient qu'une étape dans un combat bien plus vaste. La victoire juridique, marquée par l'inculpation de Leroux et la protection des sources thermales, n'apaisait pas sa rage. Chaque insulte raciste, chaque tentative de profaner son chalet, legs de son grand-père tirailleur sénégalais, brûlait encore comme une braise dans son cœur. Un nouveau rebondissement attisa cette fureur. Un rapport secret, divulgué par un dénonciateur de l'Étoile d'Argent, révéla que des agents corrompus planifiaient une cyberattaque pour effacer les preuves numériques de leurs crimes. Camille, vibrante de colère, jura de protéger ces données, confiant le disque crypté à l'Alliance des gardiens pour une analyse internationale. Sa lutte, désormais mondiale, unissait les habitants de Saint-Véran dans une chaîne de solidarité, défendant leurs terres contre la cupidité. Éclairs et tempêtes, symboles de résilience, gardèrent son flanc, rappelant que la justice exige une vigilance éternelle. Alors que le tribunal de Gap vibrait de la victoire de Camille contre Leroux, l'ombre de l'Étoile d'Argent révélait un ennemi plus vaste. Sa fureur, nourrie par chaque injustice, se transformait en un mouvement unissant communauté et technologie pour un avenir juste.